Bonjour, je remplace Amandine pour cette interlude et j'ai le plaisir de parler avec Benjamin Bellamy. Bonjour. Ça va bien ? Super. Alors, tu animais un atelier ce matin, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, bien sûr. J'animais un atelier sur l'accessibilité, comment promouvoir l'accessibilité. L'accessibilité en général et en particulier dans le monde du podcast. D'accord, et grand succès ? Eh ben ouais, pas mal. Hein. Ouais. La salle était bien pleine. Des gens très réceptifs à cette thématique, ils veulent améliorer leur podcast en le rendant plus accessible ? Alors oui, essentiellement des podcasteuses et des podcasteurs qui sont sensibles à la question, parce que je pense qu'on est tous quelque part sensibles à la question de l'accessibilité, même si il faut bien reconnaître qu'au quotidien, on est tous un peu des validistes. Hein. Et même si on n'est pas touché directement par des problèmes d'accessibilité, de handicap ou autre, on a tous envie de promouvoir l'accessibilité et on a tous tendance à ne rien faire. Donc, et moi le premier, il ne s'agit absolument pas de faire le procès de qui que ce soit. Hein. C'est juste un constat, c'est que l'accessibilité, on se rend bien compte au XXIe siècle que c'est un enjeu sociétal majeur, qu'on se sent tous directement ou indirectement concernés et qu'on ne sait pas trop par où prendre le truc et comment faire pour aller dans le bon sens. Et justement, quand on parle d'accessibilité, qu'est-ce qu'on entend par là ? Est-ce que c'est à destination des personnes en situation de handicap, des personnes qui pensent ne pas être légitimes pour parler ? Qu'est-ce que tu entends par accessibilité ? Alors, l'accessibilité, oui, c'est un mot un peu fourre-tout. Hein. Ça peut se définir comme donner la capacité à tout le monde d'accéder à un contenu ou un service, ou dans le domaine architectural, à un bâtiment, ou dans le domaine des transports, à une ligne de métro. Quiconque a pris le métro parisien s'est bien rendu compte que c'est pas terrible. C'est franchement pas folichon. Et que ça nous concerne tous. Alors, l'Organisation mondiale de la santé nous dit que 15% des êtres humains vivent avec une situation de handicap, visible ou invisible. Souvent, d'ailleurs, elle est invisible, ce qui ne facilite pas leur prise en compte. Mais l'accessibilité, elle nous concerne tous. Ça dépend de l'environnement, parce que quand on vit un handicap, on vit un handicap par rapport à une situation particulière. Et puis ça évolue. Je disais, il y en a qui sont visibles, il y en a qui sont invisibles. Mais on est tous à un moment concernés parce que il peut y avoir un problème d'accessibilité, j'ai envie de dire, à 0%, et après, il y a différents degrés. Je vais prendre un exemple caricatural que je connais bien parce qu'il me concerne au premier chef. Je suis, avec l'âge, je suis devenu presbyte. Et j'ai eu tendance à augmenter la taille de police de caractère sur mon téléphone portable. Et je me suis rendu compte que bon nombre d'applications, quand on augmente la taille des polices de caractère, les libellés disparaissent sous les boutons. Et parfois, les boutons disparaissent sous les libellés. Et les applications deviennent inutilisables. Soit parce que on ne voit plus les informations, soit parce qu'on ne peut plus agir. Et ça, j'en étais pas du tout conscient il y a une dizaine d'années. Et donc, ça s'est fait progressivement. Et au fur et à mesure que j'ai grossi la taille de mes caractères, j'ai pu accéder de moins en moins à des fonctions, à des informations, etc. Donc, cet exemple, il est assez parlant, il est assez révélateur, et il existe en fait sur tout un tas de domaines. Donc évidemment, il n'y a pas que les presbytes qui sont concernés par ce type de problématique. On l'est tous à un moment par rapport à une situation donnée. D'accord. Donc on est sur une situation d'accessibilité en tant qu'utilisateur, en tant qu'auditorice de podcast, mais aussi en tant que créateur de contenu. Je pense que c'est à double sens aussi l'accessibilité. Oui, alors
on a quand même tendance à, j'ai envie de dire, à faire porter le chapeau sur la personne qui va créer le contenu. Donc, quand on parle d'accessibilité dans le podcast, la première chose à laquelle on pense, c'est les personnes malentendantes. Parce que malentendant, ça ne veut pas dire sourd. On a tendance, quand on ne sait pas, à imaginer que les sourds ou les malentendants n'écoutent pas de podcast et que du coup, ils ne sont pas concernés par l'accessibilité dans le podcast puisqu'ils n'en écoutent pas. C'est complètement faux, bien entendu, et c'est pas parce qu'on est malentendant qu'on est sourd, et a fortiori, c'est pas pour ça qu'on n'écoute pas de podcast. Pour autant, aujourd'hui, si on fait la liste de tous les podcasts accessibles aux malentendants, ça va pas nous prendre très longtemps, et la liste, elle va arriver elle est pas très longue, malheureusement. Donc, il y a des initiatives, et c'était aussi un des objets de la discussion qu'on a eue ce matin, c'était de voir quelles sont les solutions techniques, fonctionnelles qui aujourd'hui existent, donc on ne parle pas de science-fiction, et qui permettent de rendre les podcasts accessibles au plus grand nombre d'auditrices et d'auditeurs, quel que soit leur handicap. Et on est quand même, j'ai envie de dire, au 21e siècle. Il y a des choses qui, moi, me paraissent quand même assez anachroniques. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'accessibilité, au XXe siècle, on n'en parlait pas beaucoup. Toutes les réglementations qui ont émergé, elles ont émergé depuis le début du XXIe siècle, que ce soit en Europe ou en France, que ce soit aux États-Unis. On a grosso modo les mêmes types de réglementations qui impose une accessibilité aux administrations, à tous les services publics, aux entreprises privées qui rendent des services publics par délégation ou autre, ou les très grosses entreprises. Par exemple, en France, si je fais plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, je suis contraint de fournir des services accessibles. Et derrière, il y a tout un tas de normes qui permettent de mesurer qui est accessible, qui ne l'est pas, d'afficher qu'il est, parce que c'est pas parce qu'un service n'est pas du tout accessible ou n'est pas totalement accessible qu'il faut le fermer. Mais la moindre des choses, c'est de dire où est-ce qu'on en est. Donc ça, ce sont des obligations légales, mais qui finalement ne concernent encore aujourd'hui que peu de monde. 250 millions de chiffre d'affaires, ça commence à faire beaucoup. Et en fait, on voit dans la pratique que, en plus, c'est encore pas totalement respecté. Ils prennent un peu de temps en se disant, on se donne le temps de trouver des moyens, mais ce temps est un peu long. Ça prend beaucoup de temps. D'accord. Alors, ça prend beaucoup de temps, ça fait pas très longtemps. Dans la réglementation européenne, ça a dû être appliqué au niveau des États depuis 2018, donc ça fait 5 ans. Donc on peut comprendre qu'en 5 ans, tout n'est pas fait. Ce qui moi, en tant que citoyen, me choque, c'est le décalage entre les capacités technologiques qu'on a aujourd'hui à disposition et leur non-utilisation pour tout ce qui est accessibilité. On voit bien ces derniers mois qu'il y a une révolution de l'intelligence artificielle. On est capable de faire parler des acteurs morts dans des langues mortes, mais on n'est pas capable de sous-titrer un podcast du service public, ou en tout cas, on a décidé que ce n'était pas prioritaire. Donc, on voit bien que les priorités, elles ne sont pas là où on voudrait les faire. Alors, encore une fois, j'émets pas de jugement moral, c'est comme ça. Mais à minima, on pourrait se dire de manière très cynique que 15% des personnes qui ont une forme de handicap, c'est 15% de part de marché, et que même si mon seul moteur c'est le pognon, ça vaudrait peut-être le coup de faire un effort quand même. Que c'est pas forcé, que ça peut être rentable. C'est peut-être pas une raison louable dans le sens, comment dire, bienveillant, même si c'est pas un super mot ici, mais est-ce que, voilà, c'est une raison quand même? Oui, c'est une raison. Et puis encore une fois, il y a un moment, il faut être pragmatique et réaliste. Au bout de la chaîne, c'est des gens qui travaillent, et les gens, ils doivent payer leur loyer, et ils payent.
je connais pas un seul bailleur qui accepte de la bienveillance ou des bonnes intentions pour payer son loyer. Donc, effectivement, à un moment, il y a forcément quelqu'un qui paye quand quelqu'un rend un service. Forcément. D'accord. Donc, qu'il y ait des contraintes économiques, on peut pas le nier. Et là, tout ce que je veux dire, c'est que c'est même pas une excuse, en fait. Voilà, c'est même pas une excuse. D'accord. Et est-ce que tu peux aussi nous parler de tes autres activités en dehors de ces questions sur l'accessibilité ? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai monté une société qui s'appelle Adores, il y a 3 ans maintenant, qui travaille dans le monde du podcast, qui fournit des services aux podcasteuses et aux podcasteurs, dont une plateforme d'hébergement qui s'appelle Castopod, qui a la particularité d'être... qui a 2 particularités. La première, c'est qu'elle est open source, libre et gratuite. Donc sur castopod.org, vous pouvez la télécharger et l'installer sur votre serveur et en faire absolument ce que vous voulez. Et vous gardez le contrôle sur vos données, vos interactions, vos analytics, enfin, vraiment sur tout. Elle intègre un réseau social, ActivityPub. Pour ceux qui connaissent, ça veut dire que je peux interagir avec mes audiences depuis, par exemple, c'est un exemple Mastodon, sans aucun intermédiaire, qu'il soit légal ou technique, ce qui pour nous est un vrai enjeu de souveraineté aujourd'hui. Ne pas faire confiance aveuglément dans les GAFAM, il me semble que c'est un enjeu qui est important. Et la deuxième particularité de Castopod, c'est qu'elle intègre des fonctionnalités de ce qu'on appelle Podcast 2.0. Podcast 2.0, c'est un mouvement qui a été lancé il y a 3 ans. Donc au moment où nous, on est arrivé sur le marché du podcast, c'était une heureuse coïncidence. Et Podcast 2.0 a pour objectif d'enrichir les podcasts en restant dans un écosystème libre et ouvert par les fonctionnalités. C'est-à-dire que dire le podcast doit être ouvert, il doit être décentralisé, il doit être fédéré, tout ça, c'est des débats presque religieux, j'ai envie de dire. Nous, on y tient beaucoup, mais c'est pas ça qui peut convaincre la majorité des gens. Ce qui a fait une différence à la fin, c'est est-ce que j'ai des fonctionnalités que je trouve pas ailleurs. Et Podcast 2.0, c'est ça. Puisque pendant 15 ans, Apple a absolument rien fait dans le podcast. C'est assez incroyable d'ailleurs. Hein. Pendant plus de 15 ans, il n'y a eu aucune évolution technologique dans le monde du podcast. C'est-à-dire que vous prenez un podcast de 2005, vous prenez un podcast de 2020, techniquement, c'est exactement la même chose. Et donc, Podcast 2.0 est venu réparer ça en disant il faudrait peut-être mettre des transcriptions, de la géolocalisation, des chapitres, des liens, des images, des interactions avec son audience. Et tout ça, Castopod l'intègre, ce qui permet de reboucler sur l'accessibilité. Aujourd'hui, on voit bien qu'intégrer une transcription dans un podcast, ça n'a pas l'air d'être très très compliqué et qu'on devrait pouvoir le faire. Et aujourd'hui, ces réponses technologiques, elles existent, elles sont en place. Il y a une centaine d'applications, de services, d'hébergeurs, d'applications mobiles qui intègrent la possibilité, par exemple, de mettre de la transcription dans les podcasts. D'accord. Donc, si aujourd'hui on va les nommer sur Spotify ou sur Apple Podcast, ça va pas marcher parce que il y a un peu le syndrome du not invented here. C'est pas eux qui l'ont inventé, donc ils s'en servent pas. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de plateformes qui permettent de le faire. Il y a un lien que je vous recommande qui s'appelle... Le site s'appelle newpodcastapps.com sur lequel on a l'ensemble de toutes les plateformes qui reconnaissent ces nouvelles fonctionnalités. On peut en citer 2 ici. Castopod, donc nous on a développé, et Vodio, qui sont référencés là parce que ça permet d'avoir un podcast plus inclusif. D'accord. Écoute, je te remercie Benjamin pour tous ces éclairages. Et puis nous, on va enchaîner avec le prochain podcast en live. Merci.